Ma mère a dit à ma fille qu'elle n'était pas invitée à son anniversaire devant toute la famille. Personne n'a réagi. Alors je lui ai envoyé un cadeau qu'elle n'oubliera jamais d'ouvrir, devant tous ceux qui sont restés silencieux. Ma mère l'a dit de la même manière que l'on annule un rendez-vous chez le dentiste. 9 mots. Calme, sans hâte, avec la finalité douce de quelqu'un qui coche un élément sur une liste. Votre fille n'est pas invitée à ma fête d'anniversaire. Maddy était assise juste à côté de moi, âgée de 12 ans. Ses mains étaient enroulées autour de sa serviette en papier en 2 points serrés, la façon dont elle tient les choses quand elle essaie de ne pas montrer que quelque chose l'a touchée. Elle était en train de tendre la main vers la corbeille à pain quand ma mère l'a dit. Sa main s'est arrêtée en l'air, puis elle l'a reposée sur ses genoux. Elle n'a pas pleuré. C'est ça qui a brisé quelque chose dans ma poitrine, pas les mots. J'avais assez d'antécédents avec ma mère pour absorber les mots. C'était le visage de ma fille, l'immobilité spécifique et exercée d'une enfant qui a déjà été surprise par ce genre de douleur et qui a déjà appris à se faire plus petite face à elle. 12 ans et déjà entraînée. Personne à table n'a réagi. Ma sœur Renée a trouvé quelque chose d'extrêmement intéressant dans sa salade. Mon père s'est absorbé dans son verre d'eau avec la concentration d'un homme qui désamorce un engin. Tante Pat a attrapé les petits pains et n'a rien dit, parce que Tante Pat ne disait rien à cette table depuis 30 ans et ne voyait aucune raison de changer de cap maintenant. La table des enfants est pleine, a ajouté ma mère. Plus légère maintenant, enjouée. Le ton d'une femme qui offre une explication raisonnable à une personne dont elle s'attend à ce qu'elle l'accepte. J'ai regardé le long de la table. 2 chaises vides, 2 couverts propres, pas un seul carton de placement en vue. Ma mère ne faisait pas d'oubli. Elle prenait des décisions. J'ai posé ma serviette à côté de mon assiette. M'a dit, prends ton manteau, ma chérie. Son nom est Claire Bishop, ma mère. Elle a eu 65 ans en octobre. C'est une femme d'une intelligence sociale considérable et d'une conscience de soi nulle quant à la distance entre ces deux choses. La combinaison particulière qui produit quelqu'un de très doué pour gérer les assemblées et de sincèrement déconcerté lorsque les gens dans ces assemblées finissent par cesser de coopérer. Je suis sa fille aînée. Mon nom est Laura. J'ai 34 ans et je dirige un cabinet d'expertise comptable à Columbus avec 11 employés et une liste de clients qu'il a fallu 8 ans pour construire à partir d'une table pliante dans ma chambre d'amis. J'ai une fille nommée Maddy, qui a 12 ans, dont le père ne fait plus partie de nos vies depuis ses 3 ans, et qui est, je veux que cela soit dit clairement et sans mise en scène, l'une des meilleures personnes que j'ai jamais connues. Curieuse, attentionnée, capable d'une qualité d'attention envers les gens qui l'entourent que la plupart des adultes ne développent jamais. Maddy avait fait une carte d'anniversaire pour ma mère, en papier cartonné, avec des lettres soignées au feutre, un gâteau dessiné à la main avec 65 bougies comptées individuellement. Elle l'avait faite la semaine précédant le dîner à notre table de cuisine, la langue légèrement tirée en signe de concentration, comme elle le fait quand elle se concentre. Elle avait prévu de la donner à la fête. C'est à cela que je ne cesse de penser. Elle l'avait faite avant de savoir. J'ai besoin de vous parler de la maison sur Linden Street, car rien de ce qui suit n'a de sens sans cela. Il y a 12 ans, l'hypothèque de mes parents est devenue supérieure à la valeur de leur maison. C'était en 2012, à la fin de la vague de saisies immobilières, et mes parents avaient refinancé exactement au mauvais moment pour exactement les mauvaises raisons. Et se retrouvaient maintenant avec environ 40 000 $ de dette de plus que la valeur de leur maison sur un marché qui ne se remettait pas rapidement. J'avais 22 ans, enceinte de 8 mois de Maddy. J'occupais 2 emplois et vivais dans un studio, et je leur envoyais 200 $ par mois d'un argent que je n'avais vraiment pas, parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Je ne pouvais pas sauver la maison à ce moment-là. Cet échec m'a hanté pendant des années, la culpabilité spécifique d'une personne qui pouvait voir un problème clairement et n'avait absolument aucune capacité à le résoudre. Mes parents ont finalement perdu la maison. Ils ont loué pendant 4 ans pendant que le quartier se stabilisait, et j'ai construit ma carrière et appris à dormir à nouveau. Il y a 6 ans, quand j'ai eu ce que je décrirais prudemment comme de l'argent réel pour la première fois, je l'ai racheté. La maison sur Linden Street avait été vendue aux enchères en 2014, achetée par un investisseur, louée, laissée à l'abandon, et était revenue sur le marché en 2018 en moins bon état que lorsque mes parents l'avaient quittée. J'ai payé 214 000 $. J'ai investi 38 000 $ en réparation. J'ai rédigé un bail à $1 par an, j'y ai mis les noms de mes parents, je leur ai tendu les clés et je leur ai dit que c'était chez eux et qu'ils n'auraient plus jamais à s'en soucier. Je payais les impôts fonciers, l'assurance habitation,
l'entretien. Quand la chaudière a commencé à tomber en panne il y a 2 hivers, je l'ai fait réparer 2 fois et j'ai pris une note sur les délais de remplacement. Quand mon père a eu son pontage en 2021 et que la différence entre l'assurance maladie et la facture réelle était de 1400 $, j'ai fait un chèque et je lui ai dit de ne pas y penser. Je me suis occupé de leurs ordonnances lorsque l'assurance a changé et que les franchises ont grimpé. J'ai payé l'acompte du traiteur pour la fête d'anniversaire de ma mère, 100 $ en août, avant que les invitations ne soient envoyées. Avant d'avoir la moindre raison de savoir que le nom de ma fille n'apparaîtrait pas sur la liste des invités. J'avais été la fondation invisible de ma famille pendant 6 ans. Le mot invisible effectue un travail précis ici. Pas non apprécié. Cela impliquerait qu'ils savaient et choisissaient de ne pas l'exprimer. Invisible signifie qu'ils avaient, je pense, sincèrement cessé de le voir. L'argent arrivait, les factures étaient payées, la maison était chaude et la fête était organisée par un traiteur, et c'était simplement la condition de leur vie. D'où cela venait était devenu aussi banal que la météo. Et ma mère venait de dire à ma fille de 12 ans, devant une table pleine de famille, qu'elle n'était pas tout à fait l'une des leurs. Le trajet de retour à la maison fut silencieux. Maddy était assise sur la banquette arrière de ma Subaru, le front contre la vitre, regardant les lampadaires défiler. 3 rues plus bas sur Maple, elle l'a dit, la question dans la petite voix qu'elle utilise quand elle est déjà à moitié convaincue de la réponse et qu'elle espère être corrigée. Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? J'ai agrippé le volant. 2 mains. Les jointures se réajustant. Rien, ai-je dit. Tu n'as absolument rien fait de mal. Elle est restée silencieuse pour le reste du trajet. Je la regardais dans le rétroviseur et je pensais aux 2 chaises vides à cette table et à la manière légère et dédaigneuse dont ma mère avait dit que la table des enfants était pleine, et je pensais à tous les autres petits moments qui avaient précédé celui-ci. Les moments que j'avais classés, rationalisés et dépassés parce qu'ils étaient chacun individuellement explicables, et ce n'est qu'en les additionnant qu'ils devenaient tout autre chose. Le premier moment que j'aurais dû peser plus attentivement était le 9e anniversaire de Maddy. J'avais invité mes parents à sa fête, une petite chose, une douzaine d'enfants de sa classe dans un atelier de peinture sur poterie sur Fifth Street. Ma mère est venue, est restée 40 minutes, a passé la plupart du temps à parler à ma sœur Renée d'une rénovation de cuisine, et est partie avant le gâteau. Elle m'a dit en sortant qu'elle avait un empêchement. Elle avait un empêchement. Je me suis dit qu'elle était occupée. C'était une femme avec une vie sociale et je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'elle traite chaque anniversaire d'enfant comme un événement majeur. Maddy avait remarqué qu'elle était partie avant le gâteau. Elle n'a rien dit, a juste regardé la porte un instant, et j'avais réorienté notre attention vers le champ, assez fort pour couvrir cela. Le deuxième moment fut Thanksgiving 2021. Maddy racontait à ma mère un projet qu'elle faisait pour l'école, quelque chose sur l'écologie locale des bassins versants, pour lequel Maddy s'était passionnée brièvement mais intensément, comme elle se passionne pour les choses. Elle était au milieu d'une phrase, détaillée, animée, la version d'elle-même qu'elle est quand quelque chose l'intéresse vraiment. Ma mère s'est tournée vers mon père et lui a demandé de passer la sauce, alors que Maddy parlait encore. J'ai regardé la phrase de Maddy s'éteindre, je l'ai regardé fixer son assiette, je l'ai regardé prendre sa fourchette avec cette expression particulière sur son visage que j'avais commencé à reconnaître, le regard d'une enfant qui se recalibre à la baisse. Décidant à nouveau qu'elle avait surestimé à quel point elle était intéressante pour ce public particulier. J'ai dit, Maddy nous parlait du projet sur le bassin versant. Ma mère a dit, oui. René, as-tu finalement appelé cet entrepreneur? Le troisième moment fut Pâques 2022. Ma mère organisait la chasse aux œufs de Pâques et assignait les plus jeunes enfants à différentes zones du jardin. Elle a nommé chaque petit enfant. Elle n'a pas nommé Maddy. Quand je l'ai fait remarquer, elle a dit, oh, bien sûr, et l'a ajouté. Mais la correction avait la qualité d'un ajout de nom à une liste déjà close, plutôt que l'inclusion sincère de quelqu'un qui avait été réellement oublié. Je me suis dit que c'était un oubli. Ma mère coordonnait beaucoup d'éléments mobiles. Le quatrième moment fut le dîner d'août. Pas celui d'octobre avec lequel j'ai commencé. Un dîner antérieur en août, quand j'ai vu par hasard la liste des invités de la fête sur le comptoir de la cuisine de ma mère alors que je rangeais les courses. Je ne fouinais pas. Je rangeais les courses. La liste était là. Le nom de Maddy n'y figurait pas. Je suis resté dans la cuisine de ma mère, tenant une boîte de tomates en dés, et j'ai regardé cette liste pendant un long moment. Puis j'ai rangé les tomates et je me suis dit que j'avais mal lu,
ou que c'était un brouillon, ou que la liste finale serait différente. J'ai payé la compte de $1100 pour le traiteur 2 jours plus tard, parce qu'il était dû et que la fête était quelque chose que j'avais accepté d'aider à organiser. Et je n'avais jamais de ma vie cessé de faire quelque chose que j'avais accepté de faire simplement parce que j'étais mal à l'aise à propos de quelque chose que j'aurais pu mal lire. Je n'avais pas mal lu. Le 5e moment fut la table du dîner. 9 mots. Les mains de ma fille autour de sa serviette. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de classer les choses et que j'ai commencé à les additionner. Ce soir-là, j'ai trouvé Maddie sur le sol de sa chambre. J'avais supposé qu'elle dormait. Il était plus de 22 heures. Elle avait été silencieuse toute la soirée. Elle avait mangé le dîner que j'avais préparé sans le goûter. Elle avait fait ses devoirs avec une efficacité mécanique. Elle avait dit bonne nuit avec la voix qu'elle utilisait quand elle était complètement ailleurs. Je suis passé devant sa porte à 22h14 et la lumière était encore allumée. Une fine ligne sous la porte. Je l'ai poussée. Elle était par terre, le dos contre le lit. Les jambes étendues. Dans ses mains se trouvait la carte d'anniversaire. Papier cartonné. Lettres soignées au feutre. Le gâteau avec 65 bougies comptées individuellement. Elle l'avait faite la semaine précédente. Avant de savoir. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et je l'ai regardé la fixer. Pas en pleurant. Pas en colère. Juste en la regardant comme on regarde quelque chose qui était vrai quand on l'a fait et qui l'est moins maintenant. Elle l'a retourné une fois. L'a retourné de nouveau. Puis elle a ouvert son sac à dos. A tenu la carte un instant de plus. L'a déchirée en deux. Silencieusement. Par le milieu. Pas violemment. Il n'y avait aucune mise en scène. Juste fait. Elle a placé les deux moitiés dans sa poubelle. A fermé la fermeture éclair de son sac. Et a tendu la main pour éteindre sa lampe de chevet. Elle ne m'a pas vu. J'ai appuyé ma main à plat contre le mur dans le couloir et je suis resté là un moment. Maddie avait appris quelque chose. Répétition après répétition. Dîner après dîner. Oubli après oubli. Elle avait appris qu'elle était celle qui pouvait être laissée de côté sur la liste. Que la maison de sa grand-mère était un endroit où elle se réduisait, attendait moins et se faisait plus silencieuse, et que ce n'était toujours pas tout à fait assez. On ne déchire pas une carte pour quelqu'un dont on s'attend encore à être aimé en retour. Elle avait décidé d'arrêter d'attendre. À 12 ans. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je n'ai pas dormi. Lundi matin, j'ai appelé Diane Foster. Diane exerçait le droit immobilier et successoral à Columbus depuis 19 ans. J'avais fait appel à son cabinet 2 fois auparavant. Une fois lorsque j'ai acheté la propriété de Linden Street. Une fois lorsque j'ai restructuré le contrat de location après la situation médicale de mon père. Elle connaissait le dossier. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Je veux transférer la pleine propriété de la propriété de Linden Street à mes parents, ai-je dit. En pleine propriété. Un don pur et simple. Sans charge, sans condition, sans droit conservé. Une pause. La plupart des gens qui viennent me voir avec une propriété familiale essaient de la tenir à l'écart des membres de la famille, a-t-elle dit. Je ne suis pas la fille de la plupart des gens, ai-je répondu. Combien de temps prend le transfert ? 2 semaines pour une documentation claire. Êtes-vous sûr pour les conditions ? Rien de conservé. Rien de conservé. J'ai marqué une pause. Ils devraient en être propriétaires. Ils auraient toujours dû en être propriétaires. Cette partie est un véritable cadeau. Le reste est autre chose. Elle a compris suffisamment pour ne pas demander ce qu'était le reste. J'ai raccroché et j'ai ouvert mon logiciel de facturation. Le virement mensuel sur le compte de mes parents ? Annulé. Le solde du traiteur ? J'avais payé la compte. Il pouvait gérer le reste. Supprimé. Le paiement automatique des ordonnances que j'avais mis en place via leur portail de pharmacie lorsque le trou de la couverture par D avait frappé l'année dernière, annulé. Le service d'entretien de la pelouse, annulé. Le forfait câble et internet que j'avais ajouté à ma carte lorsque mon père avait mentionné que la facture avait augmenté, annulé. Le plan d'entretien de la chaudière, annulé.
Le renouvellement de l'assurance habitation que je payais depuis 2018, celui-ci m'a fait hésiter une demi-seconde car une assurance caduque sur une propriété a de réelles conséquences. Mais Diane avait confirmé que le transfert inclurait une période de préavis de 30 jours pendant laquelle je restais la partie responsable et mes parents auraient le temps d'ajouter leur propre couverture. J'ai mis un rappel dans mon calendrier pour confirmer qu'ils l'avaient fait. Pause rapide, si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci et de meilleure qualité, mon Spotify est en lien dans la description. 11 minutes. 6 ans à être la fondation de la famille. Annulé entre une déclaration de paie et un sandwich. J'ai mangé le sandwich. Je suis retourné au travail. La boîte a pris 3 soirées à être parfaite. De couleur crème. En carton épais. Le genre qui a du poids quand on le tient. Un ruban bleu marine. La couleur préférée de Maddy. J'avais acheté le ruban express. Personne à cette fête ne saurait ce que la couleur signifiait sauf moi, et c'était très bien. Certaines choses ne sont pas pour le public. À l'intérieur, 4 articles, dans l'ordre. Premièrement, l'acte de propriété du 412 Linden Street, transféré à Claire Marie Bishop et Robert James Bishop, conjointement, en pleine propriété. Le bureau de Diane avait accéléré le dépôt par courtoisie professionnelle. J'avais détenu l'acte de propriété pendant 6 ans. Il était à eux maintenant, complètement, vraiment, sans aucun fil le reliant à moi. Deuxièmement, une lettre sur le papier en tête de mon cabinet, une page, formelle, les informant qu'à compter de la date de la fête, tout soutien financier, le virement mensuel, les dépenses de la propriété, les compléments médicaux, les comptes de service, étaient interrompus. Pas une lettre de doléance, pas une explication. Un avis formel, du genre que j'enverrai à un client à la fin d'un contrat. Propre, documenté, professionnel. Troisièmement, un relevé de compte de 2 pages. Chaque paiement, chaque virement, chaque poste, du premier mois où j'ai fait le chèque pour le service de pelouse à la compte de $100 pour le traiteur payé en août. Le nombre dans la cellule en bas à droite de la page 2 avait 6 chiffres. J'avais construit le tableur dans le même format que celui que j'utilise pour les bilans financiers des clients, date, catégorie, montant, total cumulé, formaté de manière à ce que quiconque le lirait comprendrait en 30 secondes la nature de ce qu'il regardait. J'avais envisagé, brièvement, si l'inclusion du relevé de compte était la partie la plus cruelle de la boîte. J'ai décidé que c'était la partie la plus honnête. Ma mère avait passé 6 ans dans une maison sans savoir que la maison avait des fondations. Le relevé de compte était les fondations. Elle devait le voir. Quatrièmement, les 2 moitiés déchirées de la carte d'anniversaire de Maddy. Joyeux 65 ans, mamie. Les lettres soignées au feutre. Le gâteau avec 65 bougies comptées individuellement, dessinées avec la patience d'une enfant de 12 ans qui aimait assez sa grand-mère pour compter. Déchiré par le milieu, maintenu avec un seul morceau de ruban adhésif transparent au dos. Pas réparé, juste maintenu ensemble pour pouvoir être lu. J'ai placé une carte de couleur crème à l'intérieur du couvercle. Dessus, dans ma meilleure imitation de l'écriture cursive et bouclée de ma mère, elle m'avait appris à écrire de cette façon. Il y a des années, à notre table de cuisine. Un seul mot. Madeleine. Le nom que ma mère n'avait pas mis sur une liste d'invités. Le nom sur un carton de placement pour une place que ma fille ne s'est jamais vue offrir. Livré à la place d'honneur. J'ai scellé la boîte avec un ruban bleu marine et j'ai appelé un service de messagerie. Samedi matin, Maddy voulait des crêpes. Nous sommes allés à l'endroit sur Henderson qui fait celles aux myrtilles avec le beurre au citron. Nous nous sommes assises à une table près de la fenêtre. Maddy avait son livre. Elle lit toujours, tout le temps. Et j'avais mon café, et nous étions assises dans ce silence confortable particulier qui est la meilleure chose quand on a un enfant qui est aussi de très bonne compagnie. À 15h40, mon téléphone a vibré. Un message texte du service de messagerie. Livré à 15h38. Signé C. Bishop. Je l'ai lu une fois. J'ai posé mon téléphone face contre la table. Tu me pousses sur les balançoires ? A demandé Maddy, levant les yeux de son livre. Le parc était à 2 rues de là. Maddy a 12 ans et aime toujours les balançoires, ce que je considère comme l'une de ses meilleures qualités. Je l'ai poussée pendant 20 minutes pendant que la lumière de l'après-midi devenait dorée comme la lumière d'octobre devient dorée, et elle traînait ses baskets dans les copeaux de bois et ne disait rien de particulier, et je ne disais rien de particulier.
Et ce fut l'une des meilleures heures dont je me souvienne. J'ai appris ce qui s'est passé à la fête par bribes au cours de la semaine suivante. Ma sœur Renée a appelé le dimanche. Ma tante Pat, dont je ne lui tiens plus rigueur de son silence depuis longtemps, a appelé le mardi. Mon père a appelé le mercredi, dans la soirée, et c'est cet appel qui m'a appris tout ce que j'avais vraiment besoin de savoir. La boîte était arrivée pendant le cocktail. Ma mère l'avait mise de côté pour l'ouvrir avec les cadeaux, ce qu'elle a fait à une table avec 40 invités assis autour d'elle, le genre de tableau d'anniversaire qui avait été mis en scène pour les photographies. Elle a d'abord ouvert le ruban, a soulevé le couvercle, a sorti l'acte de propriété. Elle a lu le premier paragraphe. La couleur a quitté son visage. Elle l'a posé et a sorti la lettre. La pièce avait la qualité d'une fête qui avait subtilement changé de ton. Les gens parlaient encore, tenaient encore leur verre, mais quelque chose dans l'énergie avait changé, comme l'énergie change lorsque l'autre ne joue plus l'aisance. Elle a lu le relevé de compte. Cela a pris plus de temps. Mon père s'est penché pour lire avec elle. René m'a dit qu'il avait tourné les 2 pages, qu'il avait parcouru les postes, qu'il n'avait pas parlé pendant qu'il lisait. Puis la carte déchirée est tombée. Ma tante Pat, qui était assise à 2 chaises de là, a dit qu'elle était tombée d'entre les pages du relevé de compte et avait atterri face visible sur la nappe blanche. Le gâteau avec les 65 bougies, les lettres soignées, la déchirure nette au milieu. Personne n'a bougé pour la ramasser. Le carton de placement crème avait été glissé à l'intérieur du couvercle. Ma mère l'a soulevé en dernier, ou il est tombé en dernier. Les versions variaient. Quoi qu'il en soit, il a atterri sur la nappe à côté de la carte déchirée. Madeleine, dans la propre écriture de ma mère. La pièce était silencieuse comme les pièces deviennent silencieuses lorsque quelque chose s'est produit que tout le monde comprend et que personne ne sait comment catégoriser. Le maître d'hôtel, professionnel, inconscient du poids spécifique du moment, faisant simplement son travail, s'est penché à ce moment précis et a posé la question qui, en 6 ans de paiements automatiques et d'infrastructures invisibles, n'avait jamais eu besoin d'être posée. Madame, la carte enregistrée a été retirée. Fournirez-vous un autre moyen de paiement pour le solde ce soir, ou? Mon père a ramassé le carton de placement crème sur la nappe. Il a lu l'unique mot dessus. Il l'a reposé. Il s'est tourné vers ma mère. Que as-tu fait? Pas qu'a fait Laura. Ne demandant pas une explication pour la boîte, ou l'acte, ou le relevé. La questionnant elle. Avec le poids spécifique d'un homme qui vient de lire un tableur de 6 ans et de comprendre, dans l'espace d'une fête d'anniversaire organisée par un traiteur, la forme de quelque chose à côté de quoi il se tenait sans le voir. Il ne me demandait pas à moi. Pour la première fois en 40 ans de mariage, il lui demandait à elle. Mon père est venu chez moi le mercredi soir suivant. Il a appelé d'abord, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, il était toujours simplement apparu, comme les parents apparaissent quand ils ont décidé quelque chose. Mais il a appelé et a demandé s'il pouvait venir, et j'ai dit oui, et il s'est assis à ma table de cuisine avec son manteau encore sur lui pendant les 3 premières minutes de notre conversation, ce qui m'a dit ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont il vivait cela. Il avait parcouru le relevé de compte 2 fois de plus depuis la fête. Il a dit cela non pas comme une accusation contre lui-même, mais comme un fait, de la manière dont il rapporte les faits. Il a dit le chiffre. Il a dit les années. Il a dit qu'il n'avait pas su. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit. J'aurais dû demander, a-t-il dit. Oui. Il est resté silencieux. Depuis combien de temps m'a dit est-elle? Il s'est arrêté. Depuis combien de temps ta mère est-elle? Je le remarque depuis 3 ans, ai-je dit. Je lui trouve des excuses depuis 3 ans. Le dîner était celui pour lequel je ne pouvais pas trouver d'excuses. Il a hoché la tête. C'est une bonne gamine, a-t-il dit. À propos de Maddy. La façon dont il l'a dit, direct, sans réserve, était la façon dont il n'avait pas parlé de Maddy à aucune table dans un passé récent, et quelque chose en moi s'est apaisé au son de sa voix. Elle l'est, ai-je dit. Il a enlevé son manteau. Il est resté 2 heures. Mon père a appelé Maddy le samedi matin suivant. Je n'ai pas arrangé cela. Je l'ai découvert parce que Maddy est entrée dans la cuisine pendant que je préparais le café et a dit, Papy a appelé, avec une expression que je n'avais pas vue chez elle depuis un moment. Le regard ouvert, légèrement surpris d'une personne qui a reçu quelque chose qu'elle avait cessé d'attendre.
Il a demandé si nous pouvions aller au musée de l'air et de l'espace, a-t-elle dit. Il a dit que je pouvais apporter mon livre au cas où ce serait ennuyeux, mais il pariait que non. J'ai regardé le visage de ma fille. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ai-je demandé. J'ai dit oui, a-t-elle répondu. Comme si c'était évident. Comme si elle était déjà un peu passée à autre chose, et à la chose suivante. Elle a pris un bol de céréales, a ouvert son livre. Je me suis retourné vers le café. Ma mère et moi n'avons pas parlé depuis le dîner. Elle a envoyé un message texte 10 jours après la fête. Un court. Demandant si nous pouvions parler. J'ai répondu que j'avais besoin de temps. Elle n'a pas insisté, ce qui était soit de la retenue, soit de la reconnaissance, et je ne suis pas encore en mesure de savoir laquelle. Il y a de vrais dégâts entre nous. Des dégâts qui ont une histoire plus longue qu'un dîner et une boîte. Des dégâts qui sont le poids accumulé d'être celle qui est capable, celle qui est fiable, la fondation invisible, la fille sur qui on pouvait compter, et donc qui pouvait être tenue pour acquise. J'ai construit cette dynamique autant qu'elle. J'ai payé son acompte de traiteur, puis je n'ai dit à personne que je l'avais payé. J'ai mis en place les ordonnances sans annonce. J'ai acheté une maison et je l'ai appelée un cadeau alors que c'était aussi, dans une partie honnête de moi, une façon de rester nécessaire, de faire de moi quelqu'un qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Le docteur Carole Matisse, la thérapeute que j'ai commencé à voir en novembre, 21 ans en thérapie systémique familiale, un cabinet à Grandview Heights, a dit quelque chose lors de notre 3e séance avec lequel je réfléchis depuis. Que les gens qui se rendent invisibles en tant que fondation le font souvent parce que la visibilité semblait dangereuse au début, et que le ressentiment qui s'accumule finalement est réel et légitime, et aussi en partie. Un ressentiment envers eux-mêmes pour avoir accepté l'arrangement en premier lieu. J'ai noté cela. Je suis encore en train de déterminer quoi en faire. La semaine dernière, Maddy est rentrée de l'école avec un projet, une histoire orale d'un membre de la famille. Elle devait interviewer quelqu'un et présenter son histoire. Elle a demandé si elle pouvait m'interviewer. J'ai dit oui. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine avec un bloc-notes jaune. Elle a commencé à utiliser des bloc-notes jaunes, je ne sais pas quand cela s'est produit. Et elle m'a posé des questions pendant 1 heure, sur mon cabinet, sur la façon dont je l'ai créé, sur ce que je faisais à son âge, sur ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'avais 12 ans. J'ai réfléchi à cette dernière question un moment. Qu'être fiable ne signifie pas être invisible, ai-je dit. Que tu peux être là pour les gens sans disparaître dans le fait d'être là. Que les gens pour qui il vaut la peine d'être là remarqueront que tu es là. Elle a tout noté, dans l'écriture soignée et sans hâte d'une enfant qui était attentive. Elle a fermé le bloc-notes. Est-ce que grand-mère a remarqué? A-t-elle demandé. J'ai regardé ma fille. Ton grand-père l'a fait, ai-je dit. Finalement. Elle a hoché la tête, a réfléchi à cela. C'est déjà quelque chose, a-t-elle dit. Elle a 12 ans. Elle va s'en sortir. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.